Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on continue à aborder la coupe du monde des clubs avec deux poules qui jouaient hier et pas mal de rebondissements. Encore une fois on va commencer par aborder la poule de Chelsea, puisque les Blues se sont inclinés à la surprise générale hier soir 3 buts à 1 face à Flamengo. Les Brésiliens, qui l'avaient déjà emporté face à l'Espérance de Tunis 2-0 lors de la première journée, ont remis le couvert face à Chelsea. Et c'est vraiment une équipe brésilienne de très grande qualité, comme toutes les équipes brésiliennes et sud-américaines en général depuis le début de la compétition. Alors encore une fois, j'ai vu une déclaration de Niko Kovac, le coach du Borussia Dortmund, qui disait que cette Coupe du Monde des clubs, sous des températures assez élevées, avec beaucoup d'humidité, avec aussi le calendrier qui est plutôt avantageux pour les clubs sud-américains, puisqu'ils sont en plein milieu de leur saison, là où les clubs européens viennent de terminer la leur et arrivent dans un état de fatigue. Et puis surtout, il faut souligner que les clubs européens mettent davantage l'accent sur la Ligue des Champions, qui est la chose la plus importante, là où les clubs sud-américains vont évidemment mettre beaucoup d'importance sur la Copa Libertadores, mais pour qui cette compétition constitue quand même une volonté, une manière de se montrer aux yeux du monde entier. Niko Kovac, il soulignait, peut-être justement, peut-être injustement, je ne sais pas vraiment quoi penser de cette déclaration, mais le coach du Borussia Dortmund soulignait le fait que les clubs sud-américains étaient avantagés par les températures élevées, par le fait qu'ils soient en plein milieu de leur saison. Je ne sais pas vraiment quoi penser de cette déclaration. Est-ce que c'est des excuses? Est-ce que c'est un constat? Est-ce que c'est une explication? Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait quand même expliquer le fait que les Brésiliens soient aussi forts. Oui, je pense que c'est 40% du truc, le fait que les températures leur soient avantageuses, le fait qu'ils connaissent aussi la zone dans laquelle ils jouent, le fait aussi qu'ils sont en plein milieu de leur saison. Je pense que ça joue énormément, mais d'un autre côté, il ne faut pas éluder le fait qu'il y a de la qualité tout de même. Il ne faut pas être mauvais perdant chez les Européens. Il faut quand même dire que ces équipes sud-américaines et brésiliennes en général sont très performantes, et ça va au-delà du fait que les conditions climatiques soient avantageuses ou que ces clubs-là soient en plein milieu de leur saison. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut quand même reconnaître que ces équipes brésiliennes sont de grande qualité. Hier soir, Botafogo a fait tomber le Paris Saint-Germain. Encore une fois, on a eu cette équipe de Flamengo qui a fait tomber Chelsea 3 buts à 1, et de la grande qualité du côté des Brésiliens. J'avais loué la diversité de profils et l'expérience qu'on peut avoir chez cette équipe de Flamengo. Tu as des joueurs de poche très techniques, bons dans les petits espaces, comme des Arrascaeta, Luis Araujo. Tu as des joueurs au milieu de terrain comme Jorginho, qui sont capables de créer le jeu depuis une zone très reculée du terrain, et Pulgar, le Chilien, qui est beaucoup plus dans la combativité. Donc on a une diversité de profils. Même Gerson, qui est un profil très axial, plus passeur, qui va aller chercher ses coéquipiers dans la profondeur. Là, Araujo et des Arrascaeta sont des joueurs qui vont davantage être dans l'élimination, dans la percussion. Donc on a vraiment une diversité de profils qui est assez intéressante dans cette équipe de Flamengo. Et puis surtout de l'intensité et du rythme qui est mis, et beaucoup de naïveté j'ai trouvé dans l'arrière-garde de Chelsea hier, et peut-être un petit manque d'envie quand même. J'ai trouvé, parce que sur certains buts de Flamengo, j'ai trouvé que cette défense de Chelsea, elle était extrêmement naïve tout de même. Alors est-ce que c'est dû à un manque d'expérience, à de la fatigue accumulée suite à la saison, ou à une simple flemme? Je n'en sais rien, mais en tout cas on a vu une équipe de Chelsea qui a été assez naïve dans sa surface de réparation sur les incursions de l'équipe brésilienne. Et il faut aussi louer le travail de Filipe Luis, qui est d'ailleurs l'ancien latéral gauche de Chelsea. C'était un peu les retrouvailles avec son ancien club, qui fait un superbe boulot depuis qu'il est arrivé à la tête de Flamengo, et qui fait partie de cette jeune génération de coachs qu'on a tous vu jouer lorsqu'ils étaient en fin de carrière, et qui commence vraiment à éclore dans le monde du coaching professionnel. On a Xabi Alonso qui coach le Real maintenant, on a eu Xavi qui a pris la tête du FC Barcelone, on a Mikel Arteta à Arsenal. Bon, là c'est un Brésilien avec Filipe Luis, mais globalement on a l'émergence de ces anciens joueurs qui deviennent des entraîneurs, qui sont des jeunes entraîneurs désormais, et qui ont pas mal de qualité. Il est leader du championnat brésilien actuellement, il a remporté la Copa Libertadores, donc c'est vraiment super intéressant ce que réalise Filipe Luis depuis qu'il est arrivé à la tête de Flamengo, avec pas mal d'idées là aussi, et une diversité de profils surtout. Alors ce qu'il faut retenir de ce match-là, c'est que Flamengo est qualifié pour les huitièmes de finale, que Chelsea va jouer une sorte de finale face à l'Espérance de Tunis pour la qualification lors de la dernière journée, et que la dernière équipe de cette poule, LAFC, on en parlera juste après, est éliminée. Et ce qu'il faut retenir du match, c'est la naïveté qu'il y a pu avoir dans l'arrière-garde de Chelsea, les mauvaises performances de joueurs comme Palmer ou encore Liam Delap, et puis surtout cette diversité de profils dans l'équipe de Flamengo, qui fait que cette équipe elle est imprévisible. Des joueurs de poche, des dribbleurs comme Araujo et des Arrascaeta, des joueurs plus passeurs comme Gerson. Même dans le double pivot, on a Jorginho qui est créateur, Pulgar qui est plus combatif, et puis une équipe avec une moyenne d'âge assez élevée, donc très mature, très expérimentée, et qui peut vraiment s'avancer sereinement dans cette compétition et constituer l'une des surprises de ce mondial des clubs. Donc c'est ce que je retiendrai globalement sur ce match-là. On peut également parler de l'autre match entre l'Espérance sportive de Tunis et LAFC,
penalty qui a eu lieu dans la nuit et l'Espérance de Tunis l'a emporté 1-0 face à l'AFC et qui fut dur ce match pour les Tunisiens. Alors encore une fois, l'adversaire était relativement faible. J'ai trouvé que cette équipe de l'AFC disposait d'un niveau technique assez rudimentaire. On l'avait déjà vu sur le premier match. C'est la moins bonne équipe de la poule et là où l'Espérance de Tunis peut nouer des regrets, c'est sur le fait de ne pas avoir pu marquer plus de buts parce que là tu te retrouves avec une différence de but qui est négative puisque tu as perdu le premier match 2-0 alors que tu avais de quoi clouer cette équipe de LAFC bien avant, tu avais de quoi l'enfoncer bien avant dans la partie parce que tu as eu beaucoup d'occasions, notamment par l'intermédiaire de Belaïli qui est vraiment le fer de lance de toutes les attaques tunisoises et c'est vrai que cette équipe de l'Espérance de Tunis, elle peut avoir des regrets sur le fait d'avoir manqué quelque peu d'efficacité, ça aurait pu vraiment être 2-3-0 sur le score final et puis il y a ce penalty à la toute dernière minute, alors personnellement c'est peut-être parce que je suis supporter mais le penalty je le trouve quand même un tout petit peu sévère, je vais pas vous mentir les gars, mais c'est vrai que finalement je vais pas être mauvais perdant parce que déjà il a été arrêté le péno et puis surtout je vais pas être mauvais perdant parce qu'il y a quand même un contact etc dans la surface mais j'ai trouvé qu'il était quand même un peu abusé sans la VAR, je pense que l'arbitre aurait jamais vu ce contact là. Encore une fois, il y a une justice dans le football. Et puis derrière, Bonga qui loupe son penalty devant un Béchir Ben Saïd qui a été absolument impérial sur ce penalty-là. Il avait déjà gardé les buts de la sélection tunisienne sur les deux dernières cannes. Il vient de Monastir, donc c'est un joueur qui est issu du cru. Et c'est vraiment un gardien de très grand talent qui a encore démontré ses qualités hier en arrêtant ce penalty dans les toutes dernières minutes. Et c'est vrai que l'Espérance de Tunis aurait pu se retrouver avec rien dans ce match-là et passer d'une rencontre où tu peux gagner 2-3-0 à une rencontre où tu te contentes d'un match nul un partout sur une petite erreur de manque d'expérience sur la fin de match, donc c'est vrai que là aussi ça va être une piqûre de rappel pour l'Espérance de Tunis qui va jouer une finale face à Chelsea. Alors quand je vois la perte de Chelsea face à Flamengo, je me dis que l'Espérance de Tunis a largement de quoi l'emporter sur le dernier match face à Chelsea, même si encore une fois on va pas se mentir, Chelsea ça reste quand même un mastodonte de première ligue qui aura à cœur de continuer la compétition et qui va essayer de se remobiliser parce qu'il y a beaucoup d'argent à la clé et ce serait vraiment une honte pour Chelsea que de sortir en phase de poule par une équipe brésilienne ou une équipe tunisienne, je pense. Donc je pense que Chelsea va quand même essayer de se reprendre sur la dernière journée et d'autant plus que l'Espérance de Tunis peut nourrir de regrets sur le fait de ne pas être allé marquer plus de buts sur cette rencontre. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la dernière journée va se jouer sans Youssef Blaili pour l'Espérance de Tunis, puisque l'international algérien est suspendu pour le dernier match face à Chelsea. Et ça va être une perte absolument énorme tout de même. Et je me demande comment on va faire pour le remplacer. Et sans lui, j'ai du mal à entrevoir une potentielle victoire. Déjà qu'avec lui, ça aurait été très compliqué. Alors sans lui, ça va être encore plus difficile à gérer, je pense. Mais ce qu'il faut retenir globalement, si on devait faire une petite synthèse de cette rencontre-là, c'est que l'Espérance de Tunis peut nourrir des regrets de 1 parce que tu avais de quoi l'emporter 2-3-0. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette équipe de l'AFC est très faible sur le plan technique et que c'est largement et de très loin l'équipe la plus faible de la poule, malgré les présences de Loris, malgré les présences de Giroud. Giroud était titularisé hier. On parle aussi de David Martinez, qui était le troisième nom sur le front de l'attaque californienne, qui est aussi un gros crack vénézuélien qui a 18 ans, qui n'a pas existé hier encore une fois. Donc tu as un trio d'attaque de qualité, Giroud, Bouanga, qui est la grande star de l'équipe, et Diego Martinez, et tu n'as pas eu de quoi l'inquiéter plus que ça, cette équipe de l'Espérance de Tunis. C'est vraiment au milieu de terrain et en défense que le bas blesse pour cette équipe de l'AFC. Tu n'arrives pas à alimenter suffisamment les attaquants et il y a une rigueur défensive chez l'Espérance de Tunis qu'il ne faut pas nous enlever tout de même, qui a été très efficace là aussi. Donc globalement c'est ce que je retiendrai. La dernière journée se jouera sans Youssef Blaili et la finale de cette poule opposera l'Espérance de Tunis à Chelsea tandis que l'AFC est éliminée. On peut parler maintenant de la poule du Bayern et c'est vrai que cette équipe du Bayern elle a eu beaucoup de mal hier face à Boca Juniors. Alors, d'un point de vue statistique, le Bayern a quand même 73% de possession, a quand même beaucoup plus de frappes cadrées, donc on est sur une équipe du Bayern qui a été très dominante. Jamal Musiala, qui est encore convalescent, a été placé sur le banc, donc on est parti sur une attaque à 2, dans un 4-4-2 sur les phases défensives, avec Kane et Gnabry en 2-9 devant, Gnabry qui venait faire un peu plus les décrochages, Olise et Coman sur les ailes, et Olise qui repiquait un peu plus, donc c'est une animation qui est intéressante là aussi, mais le Bayern a pu manquer quelque peu d'efficacité, parce que c'est une formule que Vincent Kompany n'a pas beaucoup utilisée cette saison, ce 4-4-2 à plat, notamment sur les phases de pressing. Gnabry n'est pas habitué à jouer faux neuf qui décroche, donc là aussi ça a pu un peu se marcher dessus d'un point de vue axial parce que Olise venait aussi repiquer dans l'axe, mais globalement cette équipe du Bayern elle a fait le boulot, victoire 2-1, même si là aussi il peut y avoir des regrets pour le Bayern, tu aurais pu marquer plus de buts, mais j'ai beaucoup aimé cette solidité du résumé que j'ai vu de Boca Juniors parce que cette équipe elle a été très vaillante encore une fois, même si d'un point de vue statistique et du point de vue des occasions créées par le Bayern Munich, eh bien Boca Juniors a été largement en dessous, mais il va y avoir des regrets aussi
aussi pour Boca Juniors à la fin de la compétition parce que sur la première journée contre Benfica, tu mènes 2-0 et tu te fais rattraper 2 partout en seconde mi-temps. Encore hier contre le Bayern, eh bien, tu vois que tu ne perds que 2 buts à 1. Au final, et d'ailleurs, le but de Boca Juniors est absolument magnifique. On va aller solliciter Miguel Merentiel dans le dos de Jonathan Tah. Et c'est là aussi, selon moi, l'une des limites du Bayern Munich et l'une des limites de Jonathan Tah en général, je l'avais déjà vu quand il était au Bayer Leverkusen, c'est que dans le dos, c'est quand même très très compliqué. Il me fait penser un peu à Niklas Süle, qui était là aussi avant au Bayern Munich et qui laissait beaucoup d'espace dans le dos. Mais Niklas Süle était quand même beaucoup plus rapide quand il était fit, était quand même beaucoup plus rapide que Jonathan Tah. Et c'est là aussi le problème du Bayern Munich, je pense. Il va se situer dans l'arrière-garde parce que Miguel Merentiel, c'est quand même un neuf qui va très vite. Et lorsque il arrive à solliciter cette défense du Bayern Munich dans le dos, ça devient très compliqué pour les hommes de Vincent Kompany. Donc c'est là que je placerai le défaut aussi du Bayern défensivement, c'est que dans le dos, avec un Jonathan Tah qui est assez lent, avec un Stanisic qui est en défense centrale, ça n'est pas le poste, et bien ça devient beaucoup plus compliqué derrière et était vraiment sollicité. Donc si tu veux aller presser haut, il faut quand même y réfléchir à 2 fois quand tu as Jonathan Tah et Josip Stanisic. C'est là aussi que le bas blesse selon moi, et c'est là qu'Upamecano aurait fait énormément de bien, lui qui est encore blessé. Mais voilà, victoire 2 buts à 1, et ça s'est fait. La différence, je pense, c'est faite sur le niveau individuel, avec Harry Kane et Michael Olise qui ont tous les deux marqué sur une sorte d'exploit individuel là aussi, une sorte d'efficacité inhérente aux grands joueurs européens pour au final l'emporter 2 buts à 1. Le Bayern est qualifié et Boca Juniors va devoir mettre un carton offensif à Auckland s'ils veulent se qualifier. Si Boca Juniors met un carton offensif à Auckland et que le Bayern bat Benfica d'une différence de but suffisante, eh bien cette équipe de Boca Juniors pourrait envisager une potentielle qualification pour le tour suivant. Et on peut également parler de ce Benfica-Auckland, avec Benfica qui a mis du temps quand même à dessiner son succès face à cette équipe néo-zélandaise. Ça s'est décanté vraiment en toute fin de première mi-temps parce que pendant 45 minutes, il y avait encore 0-0. Et cette équipe d'Auckland, elle était assez solide. Je pense que le fait d'avoir pris un but juste avant la mi-temps, dans le temps additionnel, et que derrière, il y a eu une coupure de 2h30 à la mi-temps à cause d'une vigilance orage, eh bien ça n'a pas arrangé cette équipe d'Auckland qui est peut-être un tout petit peu sortie de son match. Je pense que si Auckland était parti à la mi-temps avec 0-0, tu n'aurais pas fini à 6-0. Je pense que cette équipe néo-zélandaise, elle aurait été encore plus motivée. Mais là, tu prends le 1-0 dans la 45 plus 8 de la mi-temps. Derrière, tu t'arrêtes pendant 2h30. Dans l'état d'esprit, c'est dur de revenir. Et puis cette équipe de Benfica qui a pu compter sur Angel Di Maria qui a de nouveau inscrit un doublé sur penalty. Il y a eu une petite altercation entre Bruno Lage et l'international turc Orkun Kokcu qui n'a pas apprécié être remplacé par Renato Sanchez. Donc là aussi, une ambiance peut-être un peu compliquée du côté de Benfica, même si globalement le boulot est fait par les Portugais. Mais il y a une inquiétude quand même, parce que si tu t'inclines sur la dernière journée face à un Bayern Munich qui va jouer cette compétition jusqu'au bout, qui n'a pas envie de perdre le dernier match, parce que si le Bayern perd le dernier match, eh bien il se retrouverait deuxième de la poule et personne ne veut finir deuxième de la poule. Donc c'est vrai que si Benfica s'incline face au Bayern lors de la dernière journée et que Boca Juniors en met suffisamment à Auckland City, bah, tu te retrouverais dans une situation où à la différence de but, tu pourrais te faire éliminer. Donc ça peut expliquer aussi la tension qu'il peut y avoir du côté de Benfica, et puis cet agacement peut-être de ne pas avoir plié le match avant, d'être arrivé vraiment à la toute fin de la première mi-temps pour marquer le 1-0 et d'avoir misé sur le fait que cette équipe d'Auckland allait complètement lâcher le match à la fin. C'est peut-être ça aussi qui frustre les joueurs de Benfica selon moi. Mais voilà, maintenant on va voir ce qui va se passer sur la dernière journée, même si c'est très intéressant. Il y a pas mal de choses à retenir encore une fois de cette nuit qui a été très belle encore une fois du côté des États-Unis. Donc on va résumer un peu tout ça. Chelsea et l'Espérance de Tunis vont disputer une finale pour la deuxième place lors de la dernière journée. Flamengo est déjà qualifié. Aucune équipe brésilienne ne s'est inclinée pour le moment dans cette compétition. LAFC est éliminé et dans la poule du Bayern Munich, le Bayern est qualifié après sa victoire hier soir face à Boca Juniors 2 buts à 1. Benfica va devoir jouer son dernier match face au Bayern Munich. Si Benfica s'impose face au Bayern, les Portugais seraient leaders de la poule. Mais si Benfica s'incline et que Boca Juniors met une différence de but suffisante à Auckland City, les Argentins pourraient entrevoir une potentielle qualification. Donc il y a pas mal d'enjeux là aussi. N'hésitez pas à me donner vos pronos, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.